Vigilance à l'entrée de la commune de Makouria. La zone limitée à 50 km/h a été rallongée. D'autres changements sont à noter entre l'échangeur de Balata et le rond-point de la Crique Fouillée, limité à 70 km/h. Campus Outre-mer, l'outil d'intégration des étudiants ultramarins en Hexagone, a tenu sa 3e édition ce samedi dans les jardins du ministère. Ils y acquièrent les pistes pour mener sereinement leur vie estudiantine. Les détails dans ce journal. Enfin, la colère des Guadeloupéens. L'arrêté de catastrophe naturelle signé samedi n'inclut pas toutes les communes pour les dommages liés au vent fort. Des disparités loin de faire l'unanimité. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette tranche d'informations locales et régionales. Pour ouvrir ce journal, prenez garde aux panneaux de limitation de vitesse entre l'échangeur de Balata et le rond-point de la Crique Fouillée. À Matoury, la vitesse est désormais limitée à 70 km/h. Des changements également à l'entrée de Makouria. Les détails avec Jonathan Lariot. Le radar de Makouria, positionné à l'entrée de la ville, était jusqu'alors accompagné du signalement d'entrée en agglomération. Mais depuis quelques jours, les choses ont changé. L'entrée en agglomération est signalée à plus de 100 mètres avant l'entrée habituelle de la ville. À partir de ce panneau, les véhicules ne sont donc plus autorisés à dépasser les 50 km/h. Une décision prise par le conseil municipal de Makouria suite à l'expansion de la commune. Le maire a le pouvoir de fixer donc les limites de l'agglomération. Donc voilà, donc le maire de Makouria a décidé de modifier les limites de son agglomération, j'imagine pour accompagner la croissance de celle-ci. Et en fait, ces limites d'agglomération entraînent automatiquement un changement de la vitesse autorisée, puisqu'en agglomération, c'est 50 km/h. Une partie nationale qui était avant à 70, maintenant se retrouve à 50 km/h, puisqu'on est en agglomération. Mais l'entrée de Makouria n'est pas le seul tronçon à changer ses limitations de vitesse. Bien plus loin, à 30 km de là, l'entrée de la ville de Cayenne, l'échangeur de Balata, cache lui aussi ses nouvelles règles. Une fois embarqué sur le pont, l'entrée de la 2x2 voies jusqu'au rond-point de la Crique Fouillée est dorénavant limitée à 70 km/h. Si en mathématiques, on va dire, donc on sait que sur telle partie de route, on peut rouler à 90, soit 70 ou moins, pour garantir la sécurité donc, des usagers. Ce sont des zones, si elles étaient à 90 km/h, ce seraient des zones qui généreraient des risques, notamment quand la circulation est un peu dense. Et effectivement, entre la Crique Fouillée et Balata, quand on regarde à la fois le nombre de raccordements qu'il y a ou de croisements qu'il peut y avoir, de changements de voie pour aller prendre le pont, donc la bonne vitesse était de 70 km/h. Un changement de vitesse auquel les automobilistes devront vite s'habituer pour éviter des représailles, d'autant plus que ce ne seront pas les derniers. Les différents projets d'aménagement du doublement de la RN1 ainsi que le nouvel échangeur à Maringouin devraient apporter son lot de nouvelles règles. La 3e édition du Campus Outre-mer s'est tenue samedi dernier à Paris. C'était dans les jardins du ministère des Outre-mer, un événement organisé par une association de Guadeloupe. De nombreux étudiants guyanais qui poursuivent leurs études dans l'Hexagone étaient présents sur le stand de la CTG. Reportage de Stéphane Alexandresco. Samedi, à Paris, la ministre des Outre-mer a accueilli dans les jardins du ministère la 3e édition du Campus Outre-mer, dont le but est d'aider les étudiants ultramarins venus étudier en métropole. L'accompagnement des jeunes ultramarins ici en métropole est essentiel. Parce que quand on est jeune, quand on vient d'un territoire éloigné, quand on n'est pas préparé au départ, il y a souvent derrière des échecs. La question du logement, la question du déplacement, la question du choix de la ville, la question tout simplement d'envie de voir d'autres gens les fins de semaine et se sentir soutenus, c'est extrêmement important et ce campus y participent, comme d'autres événements qui sont là pour préparer les étudiants à affronter leur départ vers l'Hexagone et leur vie ici dans l'Hexagone. Organisée comme les années précédentes par l'Association des jeunes de Guadeloupe, la manifestation met en contact les étudiants avec des associations et des entreprises pouvant offrir du soutien et des emplois. Par rapport aux autres années, ce qu'on a proposé de neuf, c'est qu'on a des entreprises, des grands groupes qui ont fait le déplacement. On a Auchan, la SNCF, Orange, enfin je n'ai pas tous les noms en tête, mais il y a de grands groupes qui ont fait le déplacement pour faire du recrutement sur place. Donc ça c'est déjà une plus-value pour ce campus.
Pour les étudiants guyanais regroupés au stand de la collectivité territoriale, l'important est de glaner des informations, de chercher des aides pour un stage ou un logement, bref, de se constituer un réseau. Alors pour l'instant, j'étais venue particulièrement pour le stand de la collectivité territoriale de Guyane parce que c'est de là que je viens. Et puis je me suis dit pourquoi pas effectivement pour voir ce qui est proposé aux étudiants des Outre-mer et pouvoir accéder pourquoi pas à quelques avantages qui pourraient m'être proposés ici. Ce qui a manqué aux étudiants guyanais, c'est une structure d'accueil initiée par les étudiants eux-mêmes. Un manque qui vient d'être comblé par 3 étudiants qui, forts de leur expérience en métropole, ont créé l'association Guyane Avenir pour apporter un accompagnement personnalisé aux étudiants guyanais. Moi, j'ai pas de famille ici et on se sent seul en fait. On a aussi des difficultés en termes d'adaptation, on peut pas dire culturelle en quelque sorte, c'est pas les mêmes mentalités, le climat aussi. On se rend pas compte à quel point avoir le climat, une météo grise, un hiver froid, ça peut jouer sur le mental qu'on a l'habitude d'avoir à l'été toute l'année. Et le rythme de travail n'est pas du tout le même, ça aussi il faut s'en rendre compte, il faut savoir s'adapter assez vite. Trouver un logement c'est difficile quand on est ultramarin parce que les propriétaires se méfient plus quand les parents sont de l'autre côté de l'Atlantique. Donc des choses comme ça qui font que c'est bien si on arrive à créer un réseau, on peut se transmettre des offres de logement, on peut se transmettre des offres de stage. Parce que pareil pour un premier stage, avoir du réseau ça peut aider. Ou demander des conseils par exemple sur les formations, qu'on ne sait pas trop quelle université est la meilleure. Avoir quelqu'un qui a déjà fait telle université, ça peut aussi fournir des conseils, aider à faire des choix en fait. Et c'est ça qu'on espère pouvoir aider les prochaines générations. Un consulat de Colombie mobile à Cayenne jusqu'à demain, route de Montabo. Ce détachement du consulat général de Colombie à Paris a pour but de permettre aux 500 ressortissants habitants sur le territoire de faire leurs démarches administratives sans devoir se rendre dans leur pays d'origine. Les détails avec Claudio Galan, consul général de Colombie à Paris. Il était au micro de Pierre Tréfou. Le consulat de Colombie à Paris est en charge de la circonscription du territoire français, y compris la Guyane française. Nous faisons des déplacements toutes les années, surtout dans les territoires qui sont éloignés de Paris, pour rapprocher la fonction consulaire à nos concitoyens qui sont dans nos territoires. Ces dernières années, les flux ont eu plutôt tendance à diminuer entre la France et la Colombie. Mais disons, c'est lorsqu'on regarde seulement le territoire de la Guyane, mais en général, les flux migratoires entre les deux pays ne cessent d'augmenter. Nous faisons tout ce que nous faisons à Paris, donc toutes les démarches administratives et consulaires, que ce soit les renouvellements de passeports, les cartes d'identité pour mineurs et pour majeurs, et le registre civil, l'enregistrement des actes de naissance. Les pays ne peuvent pas être avec une présence permanente dans tous les territoires. Mais avec ces visites que nous faisons toutes les années, on peut mettre à jour les documents et certaines démarches qui ne peuvent être faites que directement avec nous. Un tour en Guadeloupe à présent avec des habitants mécontents de l'arrêté de l'état de catastrophe naturelle publié au journal officiel hier. Le texte fait état des dégâts provoqués par les chocs mécaniques liés aux vagues, les inondations et coulées de boue après le passage de l'ouragan Maria. Mais toutes les communes ne sont pas logées à la même enseigne. Concernant les dégâts causés par des vents violents, les détails avec nos confrères d'ATV Guadeloupe. Comme beaucoup de communes du sud Basse-Terre, Baïf a subi de lourds dégâts. Et l'annonce de l'arrêté de catastrophe naturelle est vécue comme une véritable aberration par toute la classe politique. Pour moi, c'est un scandale. On a déjà subi beaucoup de cyclones et aucun gouvernement n'avait agi de la sorte. Donc, je pense qu'ils vont revoir leur copie dans la mesure où aujourd'hui, on pense que les administrés auront des problèmes avec les assurances, mais nous-mêmes, collectivités aussi, nous aurons des problèmes. Parce que moi, je vous dis, tous les bâtiments communaux chez moi ont été endommagés. Donc, je ne comprends pas comment est-ce qu'on était très loin des Saintes. On a du mal un peu à comprendre cette position. Voici un cas typique. Madame Rospar a perdu sa toiture, conséquence des fortes rafales durant le cyclone Maria. Pour elle, il sera plus difficile de reconstruire sa maison. Si on n'a pas aide un PP, pour moi-même, de mon côté, un PP.
pas d'argent pour ça. Si vous pas aider moi, c'est une nation qui aide moi que mon petit aussi, mais si vous pas aider moi, là on peut nettoyer. Parce que toute case là, ça a refait. Même salle de bain là, tout ça a coulé. Alors là, c'est côté yoye, en cas venir là la journée, et puis en cas dormir côté yo, ces enfants-là. Injuste et inadapté, voilà comment est qualifié ce décret par les habitants. Gouverné par la France, c'est pas qu'à reconnaître dans la pratique, ça qui fait de ça, il n'y a rien à voir. Et en cacophonie, un bon liennage entre lui ici et les gens en bas là, mais bon, c'est eux qui amènent en bas là, ils ont décidé ça, ils ont décidé depuis une série de bulletins pour Saint-Martin et qu'on a décidé une série de bulletins pour Guadeloupe. Ça ne peut pas étonner moi non plus. Mais s'il y a revendiqué des 3 bulletins, il faut nous dire ah non, il ne faut pas ça faire comme ça. Il faut ça qui fait incident, il faut reconnaître ça. Le gouvernement affirme que tout le monde sera indemnisé. Pour l'heure, personne ne sait quels critères seront retenus. En attendant, des voix s'élèvent. La Martinique poursuit son action de solidarité envers les victimes des ouragans Irma et Maria sur l'île de la Dominique. Elle a été dévastée par des vents soufflant à 260 km/h. Aujourd'hui, les soutiens sont autant matériels que spirituels. Reportage de Johan Boulard. Je t'adore, mon sauvage. Je t'adore pour ce que tu es. Tu es là présent. Louange de remerciement, mais aussi en guise de contribution. Face au malheur des îles voisines, la communauté évangélique de Martinique se mobilise. Pour elle, il s'agit de conjuguer l'aspect humanitaire à la spiritualité. Nous voulons remercier le Seigneur d'un premier temps, aussi pour la Martinique qu'il a épargnée et les autres personnes qu'il a protégées, et puis aussi porter notre contribution, à savoir faire donc des dons, et puis terminer par un moment de partage et de chant avec tous ceux qui ont bien voulu contribuer. Nous nous sommes mis ensemble pour vraiment manifester l'amour dont Dieu nous a fait, puisque Dieu est amour. Et à notre tour, nous devrions manifester cet amour en vue de nos frères et nos sœurs, nos amis sous la Dominique, Saint-Martin et dans la Caraïbe. À l'antenne de la Pointe de Jaham, la CTM s'organise. Le marqueur pour moment. Depuis plus d'une semaine, la collectivité récolte denrées et autres produits de première nécessité pour les îles sinistrées comme Saint-Martin ou Saint-Barthélemy. C'est maintenant vers la Dominique que sont acheminés les dons. Le président de la CTM s'est déjà rendu sur place pour rencontrer le Premier ministre de la Dominique, dont tout est déjà assez bien ficelé pour que la population dominicaise puisse bénéficier de l'ensemble de cette opération de collecte de manière la plus efficace possible. Un élan solidaire qui touche aussi les communes. Ici, aux Trois-Îlets, associations et municipalités se donnent la main pour apporter leur pierre à l'édifice. Il y a des équipes également sur le front avec les joueurs, avec les matchs d'aujourd'hui. Moi, je suis là avec des collègues également. Nous nous occupons de la collecte et nous sommes tout à fait favorables. On a fait passer le mot également et dès que la mairie a besoin de nous, nous répondons présent. La population n'est pas en reste. Sandra est venue accompagnée de ses 2 enfants, car il n'y a pas d'âge pour bien faire. Il n'y a pas d'âge pour être solidaire, qu'il faut être solidaire, qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas, beaucoup d'enfants comme eux qui n'ont pas. Alors c'est l'occasion pour leur montrer que voilà, il faut aussi donner. Vous avez donc jusqu'à mardi pour donner à la CTM. Merci pour tout. Bonne journée. Merci. Pour en parler ce soir, nous recevons Henri Léon. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau d'ATV Guyane. Je vous remercie. Donc vous êtes secouriste au SDIS, au service départemental d'incendie et de secours. Donc vous faites partie de la quinzaine de pompiers qui sont partis à la rescousse de Saint-Martin. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'intervenir dans de telles circonstances avec une population aussi touchée par un ouragan? Ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir aider des gens qui sont vraiment en détresse et de voir que le pays est aussi détruit par cet ouragan. En quoi consistait votre intervention sur le terrain? La première des choses, c'est que ça a été humanitaire. On a distribué de l'eau, des vivres. Et après, on a consolidé un mur de magasins
On a aussi déblayé un collège pour qu'il puisse réouvrir au plus vite, alors qu'il était vraiment dévasté. Alors vous, sur le terrain, vous avez vu exactement ce qu'il en était. On a vu des images, on a fait des reportages, mais est-ce que c'est aussi terrible sur le terrain que ce qu'on voit à la télé? Ce que vous voyez à la télé, c'est pas la réalité des choses, parce que sur le terrain, c'est vraiment difficile. À notre arrivée, on n'avait pas d'eau, pas d'électricité, pas de carburant. Aussi, mais c'était aussi terrible? C'est aussi terrible sur place. C'est difficile même. Dans quel sens? Dans le sens où quand on arrive, on n'a pas d'eau, pas d'électricité. On a été logé dans un hôtel pratiquement écrasé, sans eau, sans électricité. Donc c'est vraiment difficile parce qu'on n'a pas l'habitude d'une telle situation. Alors la particularité de votre intervention, c'est qu'une fois que vous aviez fini avec Saint-Martin, vous pensiez que c'était fini. Derrière, il y avait l'ouragan Maria. Il fallait en Guadeloupe intervenir également. Justement, à notre arrivée, on devrait rester 2 jours de décompression. Même pas 3 heures après, on nous informe qu'on doit regagner les Saintes pour pouvoir faire face au cyclone Maria. Et comment ça s'est déroulé sur place? On a carrément vécu le cyclone aux Saintes parce que 4 ont été à terre de bas et 4 autres ont été à terre de haut et le cyclone est passé vraiment sur nous, sur la caserne. Ça a même arraché partiellement la toiture du centre, renversé même le bateau de sauvetage. Ça a été vraiment difficile, ça soufflait très très fort. Quel sentiment on a quand on est comme ça dans l'œil du cyclone? On a quand même un sentiment de crainte parce qu'on pense que tout va s'envoler. Donc après, j'ai quand même été rassuré puisque j'ai quand même regardé autour de moi et puis après, on a fait avec. Là, vous êtes de repos, un repos bien mérité après plusieurs jours d'intervention. Quel est votre sentiment d'arriver en Guyane où finalement on a la chance de ne pas être sur, comme ça, la route des ouragans? Je pense que la Guyane est vraiment bénite parce que vraiment, on dit qu'on n'a pas la mer bleue, mais je préfère avoir la mer marron et ne pas avoir tous ces cyclones. Très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et nous poursuivons ce journal donc avec le référendum d'indépendance de la Catalogne, prévu le 1er octobre prochain, qui fait des émules ici en Guyane. Le mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale pense qu'il faudrait appliquer la même chose sur le territoire. Jean-Victor Castor, secrétaire général du MDES, était au micro de Gaël Wassim. Il y a manifestement donc une entrave au droit à l'autodétermination, puisque les Catalans ne demandent tout simplement qu'à être consultés pour pouvoir faire leur choix. Alors c'est vrai que la question qui est posée, c'est la question de savoir est-ce qu'ils veulent être souverains, être indépendants. La Catalogne, c'est un pays avec une histoire, avec une culture. Les gens ont développé une économie qui est prépondérante d'ailleurs par rapport à l'économie de l'Espagne. Et donc ça fait des années, il y a toute une histoire de lutte pour qu'ils puissent accéder à cette souveraineté. Et aujourd'hui, il y a un gouvernement autonome catalan, puisqu'ils sont passés par plusieurs statuts, qui a de larges pouvoirs, mais que les Catalans estiment être arrivés au bout de ces institutions et qu'aujourd'hui, ils reprochent à l'Espagne de plus tirer profit de la Catalogne que la Catalogne elle-même. Et puis bien sûr, il y a tout simplement le fait qu'ils estiment que c'est leur droit, c'est leur légitimité. En tous les cas, en Catalogne, ils ont construit une unité quand même. Moi, je pense que l'unité, elle se construit au travers de l'histoire, elle se construit au travers on affine les propositions, on travaille sur le projet. Donc au niveau du MDES, on n'a pas de doute sur le fait que de toute façon, ce sont des process qui sont inéluctables. La Catalogne, elle deviendra souveraine, les gens vont accéder à leur indépendance. Ce ne sera peut-être pas là, j'espère que ce sera là, mais ça va se faire. En Guyane, c'est la même chose. On peut pas nous sommes le dernier territoire qui n'a pas sa souveraineté sur l'ensemble de l'Amérique du Sud et de l'ensemble de l'Amérique. Ça ne peut pas tenir. Il y a bien un moment donné où les choses vont se débloquer. Cette aspiration à dire, non, ça suffit, voilà, il faut passer à autre chose. Et ne serait-ce que pour ça, la Guyane aussi mérite d'avoir son propre référendum aussi. Inspirée de la Grameen Bank de Bangladesh, l'Association pour le droit à l'initiative économique aide les porteurs de projets à accéder à des microcrédits. La campagne nationale d'appel à bénévoles a pris fin ce samedi. Gaël Wassim a rencontré l'une des bénévoles à l'antenne de Cayenne. Regardez son reportage. Dolores est une chef d'entreprise. Elle a créé il y a quelques années sa propre société de relooking. Aujourd'hui, elle a répondu à l'appel national à bénévolat de l'ADI. Elle partage son expérience dans la création d'entreprises auprès des porteurs de projets. C'est vraiment pour donner mon temps et pour les aider parce que créer une société, c'est pas évident.
et qu'il faut, je pense, en leur expliquant moi mon expérience, je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Oui, c'est un parcours du combattant et surtout quand on est seul. Donc il faut se faire aider, il faut aller voir les bonnes personnes. Une aide que prodigue l'ADI. Cette association s'occupe d'appuyer les demandes de microcrédit des porteurs de projets qui n'ont pas accès au circuit habituel. C'est une association qui agit pour la création d'entreprises. Elle veut dire association pour le droit à l'initiative économique. Donc on intervient principalement pour les personnes qui veulent créer leur activité, la développer, les personnes qui sont éloignées du crédit bancaire, qui n'y ont pas accès, ou éloignées de l'emploi, sous forme d'accompagnement avant et après la création, et également sous forme de financement, avec un microcrédit accompagné. Pour ce faire, l'ADI a besoin de bénévoles. Ces antennes de Cayenne et Saint-Laurent fonctionnent avec 8 salariés. Les bénévoles interviennent en appui des salariés pour partager leur expérience de la création d'entreprises. Il n'y a pas de profil type, c'est principalement avoir envie d'aider, d'être en soutien, dédier un peu de temps aux porteurs, aux équipes. Le bénévole est vraiment dans le cadre d'une équipe intégrée avec un salarié référent. Cette année, une dizaine de personnes se sont inscrites pour devenir bénévoles à l'ADI. Nous voici arrivés à la fin de cette tranche d'information. Voici les titres que nous avons développés. Vigilance à l'entrée de la commune de Macoria. La zone limitée à 50 km/h a été rallongée. D'autres changements sont à noter entre l'échangeur de Balata et le rond-point de la Crique Fouillée, limité à 70 km/h. Campus Outre-mer, l'outil d'intégration des étudiants ultramarins en Hexagone a tenu sa 3e édition ce samedi dans les jardins du ministère. Ils y acquièrent les pistes pour mener sereinement leur vie estudiantine. Nous en parlions dans ce journal. Enfin, la colère des Guadeloupéens. L'arrêté de catastrophe naturelle signé samedi n'inclut pas toutes les communes pour les dommages liés au vent fort. Des disparités loin de faire l'unanimité. Merci de nous avoir suivis. Prochain point de l'actualité dans quelques instants avec nos confrères de BFM TV. Je vous souhaite une excellente soirée sur ATV Guyane.